مرحبا بك سي عراقي, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Khadija Aymara, qui est responsable des projets structurants au sein de CIH Bank. Je vais inviter Madame Nesrine Rehani, qui est responsable Talent Management au groupe Cosumar. Et enfin, Madame Idrissi Fatem Zahra, qui est manager RH au sein de l'ESIT. Merci d'avoir accepté cette invitation et pour les échanges qu'on a pu avoir ces derniers jours et ces dernières heures. C'est un plaisir de pouvoir avoir cette table ronde. Katchoufouna Mziane, peut-être je vais me mettre là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc effectivement, c'est un sujet, comme je disais, qui me tient à cœur. Parce que c'est un sujet qui va nous permettre d'échanger sur des choses qui nous concernent en fait. C'est le capital humain. Donc peut-être que je commencerai par poser la question. Alors, on m'informe qu'on a un invité surprise et on a le plaisir de vous accueillir. C'est Monsieur Hafez. Enchanté. Installez-vous. Bonjour, désolé. Plus on est de fous, mieux on rit. Alors, on va commencer ce panel. Je vais juste me mettre comme ça, il ne faut jamais donner le dos au public. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de capital humain et comment est-ce que justement les écoles, les entreprises gèrent cette partie-là où des fois on se dit oui, c'est un centre de coût, pourquoi est-ce qu'on va investir dans le capital humain, on doit gérer notre performance, mais finalement, c'est le capital humain qui est le premier levier de performance et c'est ce que nous avons tous compris autour de cette table, c'est les engagements de tout un chacun aujourd'hui. Et je voudrais donner la parole peut-être à Madame Tej Mouati pour nous parler du capital humain au sein de la Royal Air Maroc. Quelle importance est-ce que la Royal Air Maroc donne à son capital humain? Bah, vous l'avez très bien dit, en fait, tout est capital humain d'abord. Le reste, ça se trouve, il faut donc l'humain. Et lorsqu'on parle de RSE, pour faire le lien un peu avec la RSE, c'est vraiment la recherche de comment répondre aux besoins des parties prenantes. Et probablement que la première partie prenante, c'est ses collaborateurs. C'est cet humain qui travaille et qui porte l'entreprise. Et si j'y réponds bien, si je donne des bonnes conditions de travail, si je donne de la visibilité, si ma marque employeur, est-ce qu'elle est grâce à ce que je fais et grâce à aussi ce que vivent les collaborateurs, ben, je capitaliserai sur ces personnes et ces personnes resteront dans le temps. Et en fait, cet investissement qui est fait, et je pense qu'on est un bel exemple, on a très très peu de départs à la rame. Les gens viennent et restent, font leur carrière, donc on investit sur des personnes qui durent dans le temps. C'est vraiment un emploi, on peut dire, durable. Et c'est vrai que c'est tout cet investissement, le retour sur investissement est évident et tout part de l'humain. Et sans humain, je pense qu'aucun de nous ne ferait vivre son entreprise, son école ou ce qu'il a. Enfin, c'est d'abord l'humain. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Je connais pas la rame. Pourquoi? J'ai cru comprendre qu'on avait des arguments de vente qui étaient intéressants. On a aussi plein d'autres avantages qui ne sont pas des billets d'avion, on en a d'autres. On a de belles conditions et de formation et autres. Exactement, on va avoir l'occasion d'en parler. Merci beaucoup d'être parmi nous parce qu'effectivement, on va voir comment est-ce qu'une marque employeur se construit sur la durée et comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions durables. Ce ne sont pas des actions pour faire joli ou pour être à la une, mais aussi des actions qui vont permettre la durabilité et un vrai impact, que ce soit au sein de l'entreprise ou à l'extérieur. Et pour cela, je vais pouvoir peut-être poser la question à Khadija. Khadija qui est responsable des projets structurants à CIH Bank. Qui ne connaît pas CIH Bank? Ok. Donc, je voudrais te poser la question. Hein? Sa gratuité. Sa gratuité pour les femmes, ça c'est. Et en fait, je voudrais du coup te poser la question. Comment est-ce que CIH Bank a réussi le pari RSE finalement? Par quoi vous avez commencé? Alors, par quoi on a commencé? Déjà, je voudrais partager avec vous une conviction qui est née du terrain. C'est que les grandes transformations commencent en général par des toutes petites actions. Donc, nous, au début, quand on a voulu commencer
Je n'ai pas peur de dire qu'on était un peu perdu. A longtemps eu cette image de fonction, on va dire, opérationnelle, de par le recrutement, voilà, l'administratif, etc. Mais on a fait finalement face à des enjeux qui sont beaucoup plus stratégiques, comme tout ce qui est engagement, diversité, qualité de vie au travail. Et au début, on pensait qu'on allait justement parler de sujets de technologie, de budget, mais on a commencé par quelque chose de très très simple. C'est qu'on a décidé de dessiner le parcours collaborateur. Donc, ça paraît simple, mais c'était vraiment un challenge. Et on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de choses, mais que ce n'était pas du tout, il n'y avait pas de cohérence entre les différentes entités ou les différents métiers. Donc, on est sorti avec, on va dire, plusieurs axes. Je vais citer quelques axes. Donc, première chose, c'est comprendre. Donc, il était important pour nous de poser ce parcours, de ne pas avoir peur de poser ce parcours, de ne pas avoir de jugement, de ne pas se dire ce qui ne fonctionne pas tout de suite. Voilà, et surtout écouter le collaborateur. Donc c'était important de se dire on ne construit pas notre parcours entre nous dans un bureau cloisonné, mais plutôt faire participer le collaborateur et lui demander aussi de rêver. Quel est son parcours idéal sans penser au budget, sans penser au contexte ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'était, on va dire, une action qui était très importante pour nous. Et le deuxième axe, c'était agir. Donc, il fallait agir, pas forcément intégrer de grands projets, mais plutôt commencer par des petites actions. Je donnerai quelques exemples. On va revenir dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce moment de prendre une photo à l'instant T et de se dire, OK, on en est où aujourd'hui, de modéliser les choses et de se dire, OK, on essaie de comprendre qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas. Et comme tu l'as si bien résumé, agir. On se met en action très rapidement, pas forcément avec de gros budgets, pas forcément avec des stratégies qui sont prédéfinies, mais juste avancer. Ça me parle beaucoup, de commencer par des petites actions. Mais on va voir tout à l'heure comment est-ce que ces petites actions ont donné lieu à des projets structurants. Et merci Khadija, on reviendra peut-être tout à l'heure pour que tu nous parles de ces projets structurants que vous avez pu mettre en place. Et du coup, ça me fait la transition avec Nesrine. Quand on parle de ces projets structurants, donc tout se prépare en amont. Donc, est-ce que tu peux nous parler au sein du groupe Cosumar, comment est-ce que vous avez intégré la démarche RSE dans votre stratégie globale? Alors, pour le cas chez Cosumar, la politique RH ou le capital humain n'est pas juste un levier ou un volet annexe dans la politique RSE. C'est vraiment un pilier central, si on peut dire. Donc, si on voit notre politique RH, c'est écrit noir sur blanc que notre richesse, c'est vraiment notre capital humain. Et on le voit aussi dans notre rapport RSE où on a consacré vraiment toute une partie, une section, rien que pour la partie capital humain, avec des indicateurs qui sont mesurés de la même manière, avec la même rigueur que les indicateurs environnementaux et les indicateurs de gouvernance. Donc concrètement, l'approche inclut vraiment tout le cycle collaborateur, du dialogue social, la santé et la sécurité au travail, l'inclusion et la diversité, tout ce qui est formation et développement des compétences, et aussi tout ce qui est bien-être et qualité de vie au travail. Et je pense qu'à Cosumar, on est arrivé parce que cette approche s'est concrétisée via des résultats. En 2005, on a 0 jour de grève, on n'a pas de litige social qui a été remonté, et aussi on a un taux d'ancienneté qui est de 12 ans. Donc, c'est énorme, c'est 12 ans d'ancienneté moyenne à Cosumar. Et donc, ça prouve que vraiment notre conviction, c'est que la performance durable et le bien-être des collaborateurs ne sont pas 2 objectifs séparés, mais c'est le même objectif. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Donc, en fait, merci aussi d'avoir introduit les axes sur lesquels on va pouvoir parler et partager. Et du coup, je voudrais bien interpeller Monsieur Nizar pour pouvoir un peu nous parler de cette partie
oui, Monsieur Nézar, Monsieur Hafez, pardon. Et puis je donnerai la parole tout à l'heure à Siraqi et Madame Fatem Zahra. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on vient de parler d'une stratégie d'entreprise, de mettre en place des choses concernant l'évolution d'un collaborateur, la qualité de vie au travail, le bien-être, l'évolution de carrière, un taux de rétention qui est assez important finalement. Et du coup, je vous donnerai la parole pour vous nous expliquer comment est-ce que tout ça est concrétisable concrètement avec les actions que vous menez aujourd'hui auprès des collaborateurs. Alors, merci d'abord de m'avoir accueilli à la dernière minute. Merci d'avoir accepté ma présence aussi. En fait, moi, j'accompagne les entreprises, donc les grandes entreprises. On a travaillé avec quelques grands groupes bancaires et autres dans l'engagement. C'est marrant parce que c'est un sujet qui est aussi, j'allais dire, clivant que le RSE ou le durable. Et on les accompagne pour remettre au cœur de leurs problématiques, mais encore une fois, sans faire de HR watching, si je peux m'amuser à utiliser ce terme-là. On parle beaucoup de bonheur au travail, de bien-être, etc. Mais la réalité, c'est que, pour reprendre Madame de Funès, qui est cette philosophe qui explique que bon, c'est pas parce que vous mettez des baby-foot et des fleurs partout que les gens vont être heureux et que ça. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à recréer de l'engagement au sein de ce capital humain. Et alors, c'est pas vous qu'on veut convaincre parce que c'est votre combat au quotidien, mais c'est vraiment d'essayer de convaincre l'écosystème de décideurs qui vous accompagnent et qui doit débloquer des budgets. Alors, si on refait ça, le lien avec la RSE, on en a parlé tout à l'heure, le financement, quand on va voir une entreprise pour lui dire, bah, écoute, ce serait bien que tu sauves la planète, il te dit, bah, je vais commencer par me sauver moi-même. Et se sauver moi-même dans le langage d'une entreprise, c'est d'être profitable. Donc, si vous lui demandez d'enlever de sa profitabilité pour le mettre dans le sauvetage de la planète, il va dire, bon, écoute, quand les autres le sauveront, moi, je verrai comment. Pour le capital humain, c'est un peu la même chose. D'accord ? Aujourd'hui, il y a un malaise général qui fait que les guerres, les morts, la banalisation de cette mortalité, etc., fait qu'à l'échelle individuelle, on se sent mal. Et pour autant, il faut aller se lever le matin, aller au travail, accepter peut-être, j'allais dire, certains micro-agressions, on va dire, au travail. Le manque de bienveillance, le stress quotidien fait que l'humain collabore moins et finalement est moins engagé. Alors, c'est quoi l'engagement ? Il y a une société qui s'appelle Gallup, qui travaille sur l'engagement depuis maintenant une vingtaine d'années et qui a défini l'engagement sur 3 piliers assez simples. Le premier, c'est le type de leadership que vous développez au sein de votre entreprise. Donc, on est encore une fois là dans une problématique de bienveillance, d'accompagnement et de vrai coaching, pour reprendre un peu votre fonction. La deuxième dimension, vous en avez un peu parlé, c'est les valeurs d'une entreprise. Si je me sens en ligne avec les valeurs de mon entreprise, forcément, je vais vouloir en faire plus. Et la troisième, c'est l'intelligence collective. Et l'intelligence collective est un point qui est fondamental parce que vous voyez qu'aujourd'hui, la technologie, s'il y a 20 ans, changeait tous les 2 ou 3 ans, aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau chaque 3 mois. Et donc, la seule façon pour une entreprise de suivre et de rester compétitif, c'est de faire confiance à son capital humain et à son agilité. Mais pour qu'un capital humain soit agile, il faut lui donner un champ d'intervention, une facilité de prendre des risques et des initiatives pour chercher de l'innovation et des opportunités nouvelles. Ou sinon, vous tombez dans le cliché de moi, ma fiche de poste, elle me dit de faire 1, 2, 3, 4, 5. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 et je pars. Et chez Gallup, ça veut dire déjà une population désengagée. D'accord ? Donc faire juste son job, même si on le fait très bien, c'est déjà être désengagé. Donc l'engagement, c'est l'extra mile. Donc nous, on travaille beaucoup avec nos collègues, j'allais dire RH, capital humain, pour essayer de convaincre les donneurs d'ordre au sein de l'entreprise, donc les decision makers, sur l'intérêt d'accompagner son capital humain qui va lui être le générateur et le créateur de valeur. Exactement. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces éclairages. Effectivement, ce que vous avez souligné, c'est l'importance d'inculquer et de faire en sorte que les personnes soient engagées. Et c'est quelque chose que fait très bien les IT.
dont nous avons la manager qui est avec nous aujourd'hui, Fatem Zahra Idrissi. Merci d'être parmi nous. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire avant même d'arriver à être en entreprise? Oui. Comment vous arrivez à créer cet engagement chez vos étudiants? Alors, pour nous, c'est une école entreprise qui a diversifié ses filières. On est maintenant à 20 filières et à 8 masters formation continue. Notre mission, c'est la formation initiale, continue et aussi la recherche et développement et la relation aux entreprises. Mais on a trouvé que la formation des ingénieurs et inculquer la responsabilité sociale au cours de leur étude est très important pour les entreprises. Ce sont des jeunes qui seront des responsables futurs. On a intégré des modules de formation sur le développement durable, sur HSE, sur bien sûr l'efficacité énergétique pour nos ingénieurs qui doivent obligatoirement mettre un PFE au niveau de leurs études. Alors, ils travaillent obligatoirement dans un PFE sur la démarche RSE depuis 6 ans. Magnifique. Donc, en fait, vous leur imposez d'inclure la démarche RSE dans leur PFE. Dans leur PFE, et ils partagent ça avec les entreprises en stage et ils partagent après, quand ils seront des lauréats, avec les recruteurs. Ça, c'est un point au niveau d'enseignement. Au niveau de ressources humaines, on a trouvé que les IT travaillaient toujours sur des actions purement RSE. Pourquoi pas ne pas se labelliser? Et alhamdoulilah, on a obtenu ce label RSE en mars 2025 et ce label nous a engagés de travailler formellement sur un plan d'action et sur une stratégie. Maintenant, moi-même et avec mon équipe, que je félicite, on coordonne entre les services et les départements pour rassembler les actions RSE sociétales et sociales et mettre un plan d'action au niveau de la direction générale et travailler dedans. Alors, on a fait pas mal des actions cette année, par exemple. Nous avons accompagné 35 femmes porteuses de projets pour créer leur propre action. Oui, on va revenir sur ce sujet qui m'intéresse particulièrement. Oui, avec plaisir. Donc, par rapport à vos étudiants, en fait, quand on parle de capital humain, ça ne va pas commencer en entreprise, ça commence bien en amont. Ça commence par la petite enfance. On a vu plusieurs projets qui sont dans ce sens. Au niveau des études, et puis en arrivant en entreprise, travailler sur l'engagement, travailler sur les valeurs partagées, déjà au niveau du recrutement, pour avoir des collaborateurs qui sont engagés et qui comprennent les valeurs de l'entreprise et qu'il y a un esprit d'appartenance qui se forge, et puis aussi des dispositifs qui vont incentiver ces collaborateurs pour continuer à performer. Et donc, du coup, finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand on va investir dans notre capital humain, ce n'est pas un centre de coût, mais c'est plutôt un investissement qui va revenir avec beaucoup d'impact. Et du coup, en parlant d'impact, je voudrais donner la parole à Monsieur Eraqi, qui va nous partager son expérience et finalement avec plusieurs de ses clients qu'il a eu l'occasion donc de travailler sur cette problématique avec plusieurs acteurs au Maroc. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez nous partager par rapport à ça? Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs également pour l'invitation. Et je remercie également les amis du panel parce que rien que ce que j'ai entendu, il y a beaucoup d'idées sur l'engagement, sur l'implication, sur le bien-être, sur la fibre sociale chez les étudiants. Donc, on sort avec beaucoup de bonnes pratiques alors qu'on ne fait que commencer. Donc, le problème des ressources humaines relié au social, d'ailleurs, on l'appelle le social, c'est pas pour rien. C'est parce que ça touche toute la société. C'est un problème qui me préoccupe depuis une trentaine d'années. Et au Maroc, bien sûr, on a beaucoup de problèmes de ressources humaines. Et un des problèmes qui me préoccupe le plus, mais qui préoccupe également tous les Marocains, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, j'ai vu beaucoup de jeunes dans les stands, c'est le problème de l'insertion professionnelle, l'insertion dans la vie active.
Et surtout, j'ai participé avec le ministre, M. Ben Moussa, sur un colloque sur les statistiques de 2024, le recensement. Et on a vu qu'il y a un gros problème d'insertion et de chômage des jeunes. Le chômage des jeunes atteint des niveaux, selon les dires même du ministre, des niveaux alarmants. Alors, il y a des mesures, bien sûr, et comme l'entreprise a une responsabilité sociale, je pense que l'entreprise est sollicitée pour travailler sur ce problème et proposer des solutions. Et donc, j'ai fait des recherches sur ce sujet, des recherches de terrain, plus les entreprises que j'accompagne, comme a dit Madame Harichi. Et il y a des outils qu'on peut mobiliser, il y a des pratiques dont on peut s'inspirer, et c'est ce que je suis venu partager avec vous tout à l'heure. Bon, merci infiniment. Et je voudrais revenir vers Khadija. Là, on a fait un premier tour, on a introduit le sujet, on a expliqué un peu que cette stratégie, finalement, ça commence par des petits pas. Et tout à l'heure, tu nous as dit comprendre, agir, transformer. Et si on veut arriver à transformer, comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà, on commence par des petites actions. Donc, je peux donner rapidement 2 exemples qui n'ont pratiquement rien coûté. Donc, un exemple de refonte de notre parcours d'immersion où on a créé un esprit de promotion, voilà, et on invite les collaborateurs de toutes les régions à venir passer une journée ici au siège de CIH Bank. Donc, c'est vraiment toutes les entités du capital humain qui viennent les voir, qui leur expliquent un peu leurs avantages. Voilà, ils viennent aussi visiter notre centre d'innovation, donc, et ils viennent aussi visiter les métiers avec lesquels ils vont travailler. Donc, ça, c'était une première action. C'est vrai qui ne coûtait rien, pratiquement rien, mais qui a donné beaucoup d'impact, notamment en termes d'engagement, justement. L'esprit d'appartenance, finalement. L'esprit d'appartenance, exactement. Et en parlant d'esprit d'appartenance, d'ailleurs, ils visitent aussi notre crèche, donc je voudrais bien aussi échanger. Vous avez une crèche ? Oui, on a une crèche et je pense que c'est une première au Maroc. On est la première banque aujourd'hui au Maroc, voilà, qui a lancé. Je pense que ça s'applaudit. Première crèche au sein d'une banque marocaine. Ça date de quand ? Ça date de 2022. Magnifique. 2022, donc ça commence par la pouponnière jusqu'à la grande section, donc avec une capacité de 120 enfants. Donc voilà, ça permet. Comment est né ce projet ? J'aimerais bien en fait partager, et si vous pouvez partager avec nous, comment c'est venu cette idée. Donc j'imagine que ça demande beaucoup de moyens, enfin de ressources, de structuration. Exactement. C'est monté comment ? Alors, ça a commencé en fait par ce sujet qui était très important au CIH, c'est le sujet de la diversité et de la parité. Donc, avec nos amis de la RSE, donc on a commencé un peu par se dire quelles sont les petites actions par lesquelles on va commencer et quelles étaient les grandes actions aussi. D'ailleurs, on a été aussi accompagné par une certification EDGE. Donc, c'est une certification à l'international qui est reconnue et qui nous permet justement on va dire, de comparer nos politiques et nos pratiques, de se mettre aussi à la page. Donc, c'est un travail qui a duré, on va dire, 1 an et demi. Et là, on vient d'être certifié à un 2e niveau. Donc, c'est un niveau qui est quand même très exigeant. On est fiers de l'annoncer. C'est vrai qu'on ne l'a pas annoncé. En général, quand on fait une certification, c'est pas forcément pour communiquer dessus, mais c'est vraiment pour se mettre aussi à la page et pour être capable on va dire, de montrer notre engagement envers nos clients internes et nos clients externes.
Magnifique. Donc en fait, ce que j'entends, c'est que voilà, vous avez parlé d'observation, de mise en place de certaines actions et après de donner place à des projets structurants. Et donc, vous n'avez pas hésité à vous faire accompagner pour être aux normes, aux standards internationaux et notamment à mettre en place une crèche. Peut-être c'est un premier projet. Je suppose qu'il y a encore d'autres projets. Alors, en parlant de la crèche, voilà, je voulais quand même aussi insister sur, on va dire, des petits avantages. Bon, il y a la proximité des mamans, mais aussi des papas. Voilà, en général, les papas, des fois, ils ont ce problème de logistique, de déposer leur enfant. Donc aujourd'hui, ils déposent leur enfant au bureau. Il y a aussi un coin allaitement. Et ce qui est très important aussi, il y a, on va dire, une surveillance de l'enfant qui reste à la crèche jusqu'à 19 heures. Voilà, c'est une facilité, on va dire, pour les parents. Donc, ça a été en tout cas très, très apprécié par les collaborateurs. Super, merci beaucoup pour ce témoignage. En fait, c'est vrai que, alors ce matin, en arrivant, j'ai vu une vidéo qui disait, finalement, est-ce que les femmes, elles sont faites pour une vie en entreprise? Et c'est vrai que ça peut choquer, une question comme ça. Et la réponse dans la vidéo, c'était, ce n'est pas que est-ce que les femmes sont faites pour la vie en entreprise, c'est est-ce que l'entreprise est faite pour accueillir une femme dans ses différentes phases de vie, donc notamment d'avoir un enfant, d'allaiter, et c'est ce qui nous amène à tous les dispositifs, les mesures que peut mettre en place une entreprise dans le cadre de la diversité, et qu'une entreprise finalement, ce n'est pas donner la chance à tout le monde et avoir une égalité, mais c'est avoir une équité par rapport aux besoins spécifiques de chacun à chaque étape de sa vie. On peut être une femme et ne pas avoir d'enfant, on peut ne pas être en situation de handicap et le devenir temporairement ou pour toujours. Et donc, comment est-ce que l'entreprise, finalement, prend en charge cette diversité? Et c'est là où j'aimerais bien donner la parole à Madame Tej Mouati, qui nous expliquera au sein de la RAM comment est-ce qu'ils abordent ces sujets-là. Alors, merci pour cette question. Ce qu'il faut savoir et ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on est dans une entreprise mature en termes d'inclusion, c'est que la parité est au rendez-vous, l'inclusion des personnes en situation de handicap, l'ouverture aux personnes d'origine différente. Pour revenir à Royal Air Maroc, on a un nombre de femmes, on a 42% de femmes dans tout l'encadrement, ce qui est plutôt élevé, pas que pour le Maroc, hein, même à l'international. Et si on voit nos chiffres sur des métiers un peu techniques où on a moins de femmes que, par exemple, les femmes pilotes, la moyenne, Royal Air Maroc, on est à 10%. La moyenne industrie, c'est 5%. Donc, on est quand même au double. Et on adapte, pour tout le personnel navigant, on adapte dans le sens où une femme, à partir du moment où elle déclare qu'elle est... à partir du moment où elle est déjà qu'elle est enceinte, elle arrête de travailler pendant cette période pour des raisons voilà. Mais surtout, lorsqu'elle a son enfant, on l'autorise on lui programme que des rotations dans la journée pour qu'elle rentre tous les soirs à domicile. Et ça, c'est un peu propre à nous. Et c'est vrai que on n'adapte pas toujours les choses, mais dans des métiers spécifiques, on y arrive. C'est vrai, ouais. Je voudrais vraiment m'attarder sur ce sujet-là et nous expliquer comment est-ce que vous abordez vraiment la diversité. C'est-à-dire, ce n'est pas au même poste, je vais privilégier d'avoir, par exemple, si on parle de parité, je privilégie une femme, mais c'est plutôt quelles sont les mesures que je mets en place pour que cette femme puisse être épanouie à ce poste. Alors, ce qu'il y a d'assez exceptionnel, c'est qu'on arrive... En fait, c'est quelque chose qui s'est fait de manière organique et qui est dans l'ADN de Royal Air Maroc. Ça n'a pas été des actions mises en place pour promouvoir la place de la femme, mais depuis mes débuts au sein de Royal Air Maroc, j'ai souvent vu des nominations de personnes en congé maternité pendant qu'elles étaient en congé maternité. Ça n'a jamais choqué personne et il n'y a rien de... En fait, il y a une continuité et il y a j'ai vu des femmes à tout le... à part présidente directrice générale, à part ce poste-là, tous les autres postes, on a de super femmes à tous les postes sur les mécaniciennes, je vais donner un exemple intéressant. Les femmes, les mécaniciennes, il n'y avait pas de formation adressée aux femmes. En fait, c'était fermé aux femmes
par nos organismes de formation. Et on a mis la pression. Il y a eu toute une action de lobbying où on ouvre depuis 2016 ou 2017 à peine ces formations aux femmes. Et aujourd'hui, on a 30% des promotions qui sont des femmes mécaniciennes. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est qu'on n'avait pas de toilettes pour femmes. Donc, il a fallu tout revoir, reconsidérer. Et c'est vrai que, et on le sent, c'est que dans des entreprises aussi ouvertes, en fait, il n'y a pas cette distinction. Et lorsqu'on est dans des réunions avec nos consoeurs et nos confrères RSE et qu'on est là, oui, comment on arrive à des grilles salariales, comment on arrive à... En fait, on est là en mode, mais dans quel monde on vit, dans quel monde vous vivez, parce que ce n'est pas un sujet du tout. On est là, on avance, on se soutient. Il y a aussi cette solidarité qui existe et qui existe pas parce que vous êtes une femme, mais vraiment qui existe entre tous. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème, quel qu'il soit, on sent une mobilisation. On parlait tout à l'heure, une personne qui, au cours de sa carrière, 85% des handicaps surviennent au cours de la vie. Donc, seulement 15% des personnes naissent en situation avec des handicaps et 85% arrivent en cours de route. Ça peut arriver à tout le monde, mais c'est la manière dont l'entreprise gère et cette solidarité et cet ADN, justement, fait toute la différence. Magnifique. Et en fait, je voudrais revenir sur ce sujet précis qui est un sujet très important quand on parle de diversité et d'inclusion. Aujourd'hui, comment est-ce que la Royal Air Maroc adresse cette particularité quand une personne est en situation de handicap? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour qu'elle puisse continuer à exercer son travail? En fait, justement, pour les personnes en situation de handicap, c'est un vrai sujet. On a envie tous de recruter plus. C'est pas toujours simple parce que on cherche. D'ailleurs, on a déjà des personnes qui ont refusé, qui ont trouvé mieux ailleurs, en situation de handicap. On est dans cette démarche, mais il faut pas oublier que un grand nombre d'handicaps arrivent au cours d'une carrière, surtout dans des métiers comme les nôtres. Parce qu'une personne, par exemple, qui est en vol, on parlait des femmes enceintes, mais un problème de tension, un problème de santé peut rapidement mettre une personne qui peut paraître tout à fait sans handicap, on va dire, être en situation de handicap. Donc, nous, en interne, on recrée, on trouve un poste, on trouve les moyens de lui redonner toute... sa légitimité, elle est en pleine capacité là où elle est reclassée en fait, reclassée souvent au sol ou dans d'autres métiers. Mais c'est vrai qu'il faut trouver cet espace et cet espace, Royal Air Maroc le trouve depuis toujours et ça se fait de manière naturelle. Et il y a aussi des handicaps qui arrivent. On a des personnes qui ont été amputées au cours d'une vie. On remet en place, on aménage un bureau, on aménage un siège, on aménage tout ce qu'il faut. Systématiquement, on la place proche de la sortie. Enfin, on trouve un moyen pour que ces personnes évoluent jusqu'à la fin de leur carrière dans les meilleures conditions. Magnifique, magnifique. Et en fait, ce que vous m'aviez partagé tout à l'heure, c'est que vous arrivez même jusqu'à mettre en place un matching de certains postes où un handicap ne va pas handicaper leur travail. Vous m'avez partagé quelques histoires. Oui, bien sûr. En fait, c'est pour ça qu'on parle de situation de handicap et pas juste de personnes handicapées. C'est parce que c'est la situation qui fait d'elle une personne handicapée. Je vais redonner l'exemple. Une personne qui est myope, fortement myope, sans ses lunettes, elle est en situation de handicap. On lui remet ses lunettes, donc on lui met l'outil, on la sort de cet handicap. Et en fait, il y a l'environnement qui est important, donc il y a cet environnement qu'on va pouvoir donner, mais il y a aussi quel type de métier. On a des métiers, par exemple, une surdité ou une personne malentendante. C'est pas grave, une personne qui fait du développement informatique, si on lui trouve comment gérer sa programmation, tout se passe très bien. Cette même personne ne peut pas être mise en face de clients ou ne peut pas être... Donc, on cherche aujourd'hui à voir quel métier on recrute et quels sont les handicaps qui ne posent pas de problème. Comme on a fait un audit, je vais quand même parler de nos installations, et on sait que pour certains problèmes de mobilité, on n'est pas aujourd'hui, on a des anciens bâtiments qui sont magnifiques, mais qui ne peuvent pas être mis aux normes facilement. Du coup, en attendant d'avoir nos nouvelles infrastructures, on va aller vers d'autres handicaps. 80% des handicaps ne sont pas visibles. Donc, on fait toujours
l'amalgame, enfin pas toujours, mais souvent, handicap, c'est handicap moteur. Surtout chez nous, en fait, on fait cet amalgame parce que les personnes à mobilité réduite dans l'aérien, c'est comment les gérer, mais c'est souvent des clients. Mais en fait, il y a énormément d'handicaps qui ne sont pas moteurs et qu'on ne voit pas et qu'il faut prendre en compte, considérer et mettre en place l'environnement qui va permettre qu'ils se sentent en pleine capacité. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Et du coup, ça me fait la transition avec la qualité de vie au travail, parce qu'effectivement, il y a des handicaps qui sont visibles, il y en a d'autres qui sont invisibles, notamment ceux liés à la santé mentale, où des fois, on a des handicaps qui ne sont pas visibles et qui vont nous causer certaines problématiques dans notre travail, et ça peut être des choses du quotidien. Et donc, ce qui m'amène à poser la question à Madame Nesrine. Aujourd'hui, quand on parle de qualité de vie au travail, de bien-être en travail, comment vous abordez le bien-être au travail au sein du groupe Cosumar? Alors, je pense déjà que quand l'entreprise considère le bien-être au travail comme levier fondamental de la performance globale, elle peut mettre en place beaucoup de dispositifs. Notamment à Cosumar, on a une politique cadrée, précise, pour favoriser l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, notamment via des horaires de travail qui sont flexibles, via des accès aux clubs de sport, via notamment aussi des colonies de vacances, des centres d'estivage dans tout le royaume. On a aussi une équipe de médecine de travail qui est là et qui font un suivi personnalisé tout au long de l'année de l'état de santé des collaborateurs avec des visites médicales, avec des campagnes de dépistage. En parlant aussi de campagnes de sensibilisation, Cosumar organise des campagnes de sensibilisation, notamment Octobre Rose pour la sensibilisation et pour le dépistage du cancer de sein. On a aussi une campagne pour Novembre Bleu, notamment aussi, on n'oublie pas les hommes, pour le cancer du prostate, pour la prévention du cancer des prostates, et aussi, bien sûr, une mutuelle pour tous les collaborateurs et leurs familles. Donc tout ça, tout ce package social est centralisé dans une plateforme RH pour que tous les collaborateurs puissent avoir une idée transparente et claire sur les avantages et de là, vraiment essayer de mettre en place ou de vivre cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée au sein de Cosumar. Magnifique, merci beaucoup. Et en fait, effectivement, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, l'équilibre vie personnelle et vie au travail. Je vais revenir vers Madame Idrissi. Comment est-ce qu'on peut se sentir bien dans notre entreprise, même si on ne va pas parler de mettre en place des centres d'estivage, etc. Mais ce qu'on dit souvent, c'est que quand on donne, on reçoit. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de l'ESIT pour que vos collaborateurs, vos formateurs soient dans une belle qualité de vie, même si finalement, ce n'est pas parce qu'on leur a donné des choses, mais parce qu'ils vont donner. Bien sûr. Alors, au niveau du RH, on a travaillé dur sur le bien-être du travail. On a dédié une année de 2024 pour le bien-être au niveau de l'ESIT. On a travaillé sur des actions. On est parti loin, on a travaillé sur l'hypnose, sur la sophrologie, sur le coaching individuel, aussi sur la psychologie des enseignants et des corps administratifs. Ils vont passer ça et transformer ça à nos étudiants. Comment un enseignant qui n'est pas à l'aise et qui n'est pas coaché et qui ne trouve pas son bonheur au milieu d'entreprise va transformer ça à son étudiant. Aussi, on a travaillé sur une semaine de bien-être pour tout le personnel, outil qui est très, 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 très important pour connaître l'autre, pour connaître la personnalité, les comportements, et comme ça, on a fait un tour de rôle pour les IT. Les 35 ont fait le débriefing pour les autres. Et les autres aussi, ils se connaissent, ils connaissent bien sûr leurs étudiants. Par rapport aux étudiants, tous les étudiants en première année passent ce test de personnalité qui leur permet de connaître leurs compétences et appétences
Les appétences, ça veut dire où il va s'orienter. Est-ce qu'il va s'orienter vers cette entreprise ou il va s'orienter vers la communication, vers le contrôle, finance ou l'achat? Alors, au niveau de vie au travail, on a une caisse de soutien qui aide tout le personnel, tous les moments de joie et les moments de tristesse ou l'hospitalisation. Alhamdoulilah, maintenant, une femme ou un homme qui est hospitalisé ne paye rien. 30% est garanti par cette caisse de soutien. Au niveau sociétal, on a travaillé on a accompagné des femmes. Je vais arriver à ce sujet, mais je voudrais vraiment mettre l'accent sur ce que vous avez dit qui est très important. Oui. Ce qu'on dit en arabe, faqidu shay'in la yu'ti. Oui. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on ait des étudiants qui soient épanouis et qu'ils aient toutes ces valeurs si l'enseignant même ne l'a pas? Et je pense que c'est là où c'est très important d'investir dans son capital humain. Pour les IT, ça va être les enseignants. Pour les entreprises, ça va être tous les collaborateurs qui finalement sont là au service du client. Et donc, je ne peux pas servir un client en étant pas bien. Oui. Et donc, cet engagement et cet investissement que vous avez mis pour les collaborateurs, déjà, c'est génial parce que vous parlez de tout ce que j'aime, coaching, bien-être, yoga. Et en fait, finalement, ça les a nourris. Vous pensez ça les a nourris, ça a renforcé leur engagement. Parce que tout à l'heure, on parlait beaucoup de cette notion d'engagement. Et comment ça s'est transformé? Comment ça s'est traduit à l'extérieur de l'entreprise? Ce que vous voulez partager, c'est plutôt, on va parler maintenant d'engagement sociétal. Sociétal. Oui, dans le cadre des actions sociétales, on a fait plusieurs choses. On a accompagné des femmes porteuses de projets du communauté Hay Hassani, bien sûr après un diagnostic et après des entretiens faits pour sélectionner les femmes qui ont des idées innovatrices, et on les a accompagnées via nos formateurs et nos experts sur toutes les compétences nécessaires. Ils n'ont pas des compétences pour faire le pas. Alors, on les a accompagnés sur le management digital, sur les soft skills, sur l'entrepreneuriat, comment ils peuvent trouver des sources de financement à travers un cycle de formation. Ces femmes, alhamdoulilah, aujourd'hui, ils sont en pleine action et ils reviennent à l'ESIT pour chercher nos consultants et demander des consultations, demander de le soutien. Et on est fiers de ça parce que c'est une action purement sociétale. Et on a aussi travaillé on a formé les enseignants du secteur public qui sont collaborateurs avec les écoles GISR, qui n'ont pas l'occasion de trouver comme ça un plan de formation. On a essayé de trouver les experts qui veulent travailler à titre gracieux et on les a formés sur un cycle et on est dedans. On est en pleine action. Alors moi aussi, je les ai formés en soft skills. Ils sont reconnaissants. Ils disent que nous n'avons pas cette occasion au premier. Maintenant, on est très satisfait parce que vous nous accompagnez des thématiques où on a le besoin. On a un fort besoin. Magnifique. Merci beaucoup, Madame Idrissi. On aimerait vraiment s'étaler et s'attarder sur ces sujets qui nous parlent. Je vois ici pas mal de coachs en entrepreneuriat dans la salle. Et en fait, effectivement, quand on voit cet impact qu'on réussit à mettre en place, il y a cette fierté de pouvoir impacter. Et on peut impacter de différentes manières. Donc peut-être je reviendrai vers Monsieur Eraqi pour nous parler comment est-ce qu'on peut finalement, quand on crée des collaborateurs engagés et qu'on investit dans leur bien-être, comment est-ce que ça va se traduire pour les générations à venir? Merci, je vais être bref, comme ça les autres personnes auront le temps d'exposer leurs expériences. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc la problématique de l'insertion, avec des chiffres, comme je vous ai dit, donc les jeunes ont des difficultés à s'insérer et en face, l'entreprise regarde l'insertion comme un coût supplémentaire. Alors, l'État a fait un geste avec les programmes ANAPEC que vous connaissez tous. Alors, il y a eu une évaluation de l'action de l'ANAPEC qui a été faite
et il y a quelques années déjà, et on a remarqué que ces jeunes ne restaient pas longtemps dans l'entreprise. Donc, ils n'étaient pas insérés. Et ils étaient en APEC, mais après 1 an, 2 ans, ils quittaient l'entreprise, ne les gardaient pas. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, moi, j'ai pensé donc à travailler sur des outils pour que l'entreprise, malgré les coûts, arrive par la suite à rentabiliser ses coûts. Et la première idée, c'est que le recrutement, c'est un investissement. Il faut considérer le recrutement comme un investissement. Et on a remarqué que beaucoup d'entreprises recrutent sans faire une vraie définition de poste, sans vraiment étudier le besoin. Elles recrutent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a du retard, les livraisons ne se font pas à temps, des clients réclament, hop, on recrute. Donc c'est des recrutements dans l'urgence, alors que le recrutement est un acte stratégique. Ça, c'est le premier constat avec sa recommandation. Ce que j'ai remarqué également, c'est que l'entreprise pense qu'une fois qu'elle a recruté la personne, cette personne va répondre à tous les besoins. C'est gentil, mais ce n'est pas la vérité. Donc, un jeune qu'on recrute, il a un bagage scolaire ou universitaire, mais il lui manque le plus important, c'est le savoir-faire. Parce que l'université ne donne pas le savoir-faire. L'université donne le savoir. Donc, en fait, par rapport à ces programmes qui ont été initiés par l'ANAPEC, ça permet d'une part aux entreprises d'exercer leur engagement sociétal, mais ça permet aussi aux étudiants, aux personnes en situation de chômage, de pouvoir avoir accès à l'entreprise de façon qui sont simplifiées avec des mécanismes qui ont été mis en place. Et donc, c'est ce qui va permettre donc aux entreprises de pouvoir faire en sorte de réduire le chômage à travers différents mécanismes. Donc on salue aussi toutes les initiatives qui sont faites par l'État aussi pour encourager cela. Malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à sa fin et j'aurais voulu vraiment pouvoir profiter des échanges avec vous tous qui sont tous inspirants, de vos parcours, des choses que vous avez mis en place. Pour ma part, je vous remercie énormément pour avoir créé ce petit moment de partage. Alors, je ne sais pas si on a quelques instants pour des questions-réponses au niveau de l'audience. Est-ce que quelqu'un aurait des questions à poser à l'un de nos invités aujourd'hui? Nawel. Bonjour, je m'appelle Nawel Bakri, je dirige le cabinet de consulting et de formation d'EVACT. Je connais pas mal de gens dans l'audience et ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ces belles présentations et ces, on va dire, des best practices ou des success stories d'initiatives. Je suis aussi ici pour représenter et pour accompagner l'Amicale marocaine des handicapés. Du coup, tout à l'heure, on a parlé PSH et de processus. Est-ce que c'est possible juste de nous tracer le cursus, peut-être ad hoc, pour les PSH, pour l'intégration de vos entreprises? Elles sont là, j'accompagne une dizaine de jeunes filles. On les a accompagnées sur les techniques de recherche d'emploi. Elles veulent savoir si elles ont une chance ou pas, ou quel est le processus à adopter pour pouvoir intégrer vos entreprises. Merci. Merci beaucoup, Nawel. C'est une très, très bonne question. Est-ce que peut-être, Amina, du coup, naturellement, tu pourrais... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va à la rencontre dans certains événements desquels on est partenaire. Récemment, on en avait un à Rabat dont j'ai oublié le nom, mais ça arrive 2-3 fois par an. Et on reçoit des CV, on fait passer beaucoup d'entretiens. On a des critères de sélection pour des personnes, enfin pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne est en situation de handicap que sur un poste où on a besoin d'un diplôme d'ingénieur d'État, on va dire, bon là, ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de flexibilité qui est mise là-dessus. En revanche, une fois qu'on recrute la personne qui passe ses entretiens de manière tout à fait classique, et on en a eu plusieurs et on en a recruté pas mal, enfin, on peut les compter peut-être sur les doigts d'une main chaque année, mais bon, c'est déjà pas mal. On fait appel à un ergothérapeute, on adapte l'environnement de travail. On a plus de difficultés. Aujourd'hui, il n'est pas recommandé pour nous, par exemple, d'avoir une personne
en fauteuil roulant, compte tenu des installations actuelles, en attendant de la mise à niveau, parce que la mise à niveau, en fait, ils nous ont dit qu'il vaut mieux tout raser plutôt que mettre à niveau, et cette personne ne serait pas intégrée facilement parce qu'elle n'a pas accès peut-être à l'espace aux réunions comme les autres, à la cantine, de manière relativement aisée, et que la personne se sente bien dans l'environnement dans lequel elle est très important. Donc, en fonction des handicaps, il y a des personnes... je raconte parfois cette histoire. Il y a une personne qui a des mains complètement atrophiées qu'on a recrutées, et on voulait justement voir comment ça s'était passé. Bon, il a postulé, il a passé des entretiens, il a été recruté. On a essayé d'aménager. Il a dit j'ai besoin de rien. On a dit ok, très bien. Il dit oui. Comment vous faites? Il dit bah, moi je suis pas handicapé. Moi j'ai pas d'handicap. Regardez les autres qui ont des vrais handicaps. Moi je vois pas où est le problème. Il s'adapte et c'est très bien, mais on est là aussi pour accompagner. Par contre, on évite de mettre en difficulté quelqu'un parce qu'il y a assez de difficultés. Et ce qu'il y a de génial, c'est que, et ça, on l'a vu dans des équipes, c'est que des personnes en grosse difficulté qui sont là et qui se battent, ça donne un peu la rage aux gens autour. On se dit, il faut vraiment... Et je pense que cette notion de diversité est une vraie richesse. Pas forcément que le handicap, quelle que soit la diversité, avoir des profils différents, avoir des histoires de vie. On a tous des histoires de vie différentes, on a tous notre bagage. Mais justement, confronter cette diversité, c'est là où on a une richesse et on commence à le voir, à le sentir. Il y a de la création de valeur. Et c'est assez... Je vais rajouter un dernier point. Lorsqu'une entreprise est engagée sur ce type, c'est-à-dire elle accompagne ce type de personnes, lorsqu'elle est ouverte à des actions de type communautaire et autres, lorsque l'employé lui-même est plus attaché à son entreprise parce qu'il voit du sens à ce qu'il fait. Et la marque employeur, en fait, c'est une vraie... En fait, on sent, dès qu'on a une action qui va dans ce sens, un peu du social, si on peut, on sent que les personnes se disent « Ouais, je suis heureux de bosser pour cette boîte. » Et ça change tout. Et bref, c'est juste un petit point. Merci beaucoup. Alors, je pense que la réponse, c'est aujourd'hui, l'infrastructure n'est pas adaptée pour des personnes qui sont en situation de handicap moteur, mais ça ne saurait tarder parce qu'il y a de nouveaux locaux qui sont en construction. Et là, peut-être, il y aura des choses qui vont être ouvertes, Inch'Allah. Oui, et bien sûr, il y a des sortes de handicaps qu'on ne voit pas. Je pense que je peux en parler aussi. Dans le coaching, dans la psychothérapie, on a des handicaps qu'on appelle invisibles. Et par exemple, des gens qui souffrent de TDAH, d'autisme, on ne les voit pas. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont complètement intégrées au sein de l'entreprise, mais ce qui demande des aménagements. Des fois, on s'adapte, comme vous avez dit, quelqu'un qui a une main atrophiée, il n'y a pas de problème parce que j'ai appris à m'adapter tout au long de ma vie, mais ce n'est pas la chance de tout le monde, et donc c'est pourquoi on œuvre à chaque fois pour ajouter des choses qui vont faire qu'on va être de plus en plus inclusif. Un autre tout petit exemple, il y a des personnes très fortement migraineuses, et ça existe partout, et on oublie que ça peut être un handicap, et des fois juste ajuster la lumière, le niveau de luminosité permet aux migraines de... En fait, c'est des petites choses à mettre en place, mais il faut le faire. Et on revient en fait que quand on met en place des petites actions, peut-être ce que disait Khadija tout à l'heure, on n'est pas obligé de mettre en place des budgets de malades pour commencer, mais on peut commencer par des petites actions qui peuvent porter leurs fruits plus tard. D'autres questions? Oui. Alors, on va essayer de lui faire passer le micro. Il y a quelqu'un ici et après on vous donne la parole. Okay. Bonjour, un grand merci pour la présentation et cet échange. Alexandre, l'héritier de Coalo, on a analysé en fait les rapports RSE, CSRD qui sont sortis au cours de 2 dernières années, et on a réalisé 2 choses. Premièrement, seuls 50% des KPIs RSE sont associés d'objectifs. Donc aujourd'hui, on annonce, mais en fait, on ne promet pas autant que sur d'autres KPIs comme ceux environnementaux. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on essaie de promouvoir dans le cadre des actions que vous menez, qui sont des actions communautaires où on va aider la société à aller mieux. Dans le cadre de cette problématique spécifiquement, en fait, on incite et on accompagne des entreprises qui ont des belles pratiques. Hein. Tout ce que vous avez dit fait rêver tout le monde, mais vous pensez bien que vous faites partie des 3 ou 4% de la population des entreprises qui font ça. C'est qu'on va vous aider à collecter de la donnée fournisseur
sur la partie RSE. Et ensuite, dans les actions sociales que vous menez, en fait, vous allez voir la PME marocaine qui n'a pas votre niveau, mais qui est votre prestataire, qui refait la peinture, qui va arranger les camions, qui va bidouiller les avions. Enfin, je ne sais pas, il y a plein d'exemples qu'on peut donner. Mais donc, vous allez en fait faire un transfert de compétences et de connaissances pour les aider à moindre coût, pour ne pas dire gratuitement, à améliorer leur impact social côté RH. D'accord ? Et donc, ça, c'est des initiatives qu'on mène avec certains gros donneurs d'ordre qui ont une supply chain. Il faut savoir que la supply chain pèse dans votre notation, même vous, les gros, hein, Royal Maroc. Le scope 3, c'est 80% de la note. Et scope 3, c'est que les fournisseurs. Donc, si vous êtes super clean, pas de carbone, bonne consommation énergétique, super action sociale, si vos fournisseurs à vous ne le sont pas, votre note ESG ne baisse pas et donc vous n'avez pas accès à ce qu'on a vu tout à l'heure, les financements verts, etc., etc. Donc, une des initiatives que je vous inviterai en tout cas à penser, réfléchir, c'est comment je peux aller accompagner mon écosystème de fournisseurs, aider ma madame RSE, ESG à améliorer mon score en influençant justement et en donnant de la connaissance et du savoir à cet écosystème-là de fournisseurs. Voilà. Nous, on est, je crois, les seuls où le scope 3, en fait, c'est tout petit, puisqu'on est le scope 3 de tous les autres. Parce que, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire en termes de scope, on a un scope 1 qui est à plus de 80%, mais je comprends ce que vous dites par rapport à la chaîne de valeur, et c'est vrai que c'est très important de... Et en fait, pour répondre aussi à la question, c'est toujours plus facile de dire on est à jour parce qu'on exige de nos fournisseurs de l'être, et en fait, on jette la balle plus facilement, parce que... enfin. Je vais pas. Par exemple, on a déjà vu nous-mêmes à un moment, on exigeait par exemple le label RSE de la CG. On l'exigeait pas, on demandait est-ce qu'ils avaient un label RSE que nous-mêmes on n'avait pas encore. Enfin, donc c'est toujours plus facile de dire ok, on commence par la chaîne de valeur, on envoie la balle. Mais ce que vous dites est très intéressant parce que on a aussi ce côté achat responsable où on accompagne et on a besoin d'accompagner. On a un intérêt derrière. On est tellement, on est gros pour certains que si on les accompagne pas, ils pourront jamais répondre à notre besoin. Et donc on a ce besoin d'accompagner si on veut acheter plus local. Et on le fait, mais c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est très compliqué d'accompagner et de garder en compétitivité. Voilà. En tout cas, c'est un impact en plus qui est de pouvoir apporter toute notre expertise à nos fournisseurs et donc c'est un impact direct. Oui, on avait une autre question au fond, oui monsieur. Exact. Bonjour, Adil Flo, Fondation Tadamoncom. C'est une fondation qui travaille pour le développement humain, durable, inclusif et en mobilisant l'écosystème de la solidarité, notamment les entreprises citoyennes, les associations partenaires, les institutions. Alors ma question elle est destinée à Salahari concernant l'insertion des jeunes à travers notamment le contrat ANAPEC, puisque nous, en tant que fondation, on développe des modèles liés à l'insertion des jeunes NEET, donc les jeunes qui sont ni on est à l'école, ni en formation, ni en emploi. Et effectivement, ces contrats ANAPEC, la problématique, c'est après la fin de ces contrats, c'est l'insertion de ce jeune par la suite. Et Salahari a parlé de problématiques côté entreprise, c'est-à-dire que la définition des besoins au départ n'était pas bien faite. Est-ce que c'est pas aussi une question de formation de ce jeune et aussi son implication dans cette entreprise? Merci. Merci pour votre question. C'est un phénomène social. Donc l'insertion des jeunes, c'est un phénomène social et sociétal. Donc forcément, il y a 7 ou 8 causes dans les phénomènes sociaux. Il n'y a pas une seule cause. Ce n'est pas mécanique. Ce dont vous avez parlé est juste. On l'a remarqué, on l'a vu, on l'a vérifié. Il y a un problème d'implication chez les jeunes et il y a un problème de formation également. Alors, un jeune, pour qu'il s'implique, il y a 2 choses. Maintenant, on parle de motivation et d'automotivation. Donc, vous motivez un jeune et quand on lui dit « tu es en stage en APEC », déjà, il y a quelque chose de dévalorisant. Ça veut dire on t'a pris parce qu'il n'y a pas de charge,
On n'est pas obligé de te donner le SMIC. Tu es en stage, ça veut dire... déjà, l'appellation est un peu dévalorisante. Et en plus, c'est des stages précaires. Il n'a aucune garantie. Donc déjà, il y a un mindset à changer. Moi, je recrute beaucoup de jeunes, vu mon activité. Mais quand je les recrute, je leur fais comprendre qu'ils sont recrutés. Hein. Déjà, il y a ce côté. Maintenant, la formation qu'on donne dans les écoles et dans les universités et dans les centres de formation, c'est une formation de base. Ça vous donne un premier bagage. Maintenant, l'entreprise, c'est à elle de donner le complément. On ne peut pas vous donner, l'université ne peut pas vous donner quelqu'un qui a 100% des compétences. Dans les compétences, il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Donc, l'université donne le savoir. Donc, c'est à l'entreprise de donner le complément, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-être. Si on résout cette problématique, on aura déjà résolu ce côté et je l'ai expérimenté. Merci beaucoup, M. Eraqi. Alors effectivement, la responsabilité de l'entreprise, ça va être d'accueillir ces jeunes qui ne sont pas encore tout à fait opérationnels. On est tous passés par là. Et c'est pour ça on salue aussi les efforts d'universités comme l'ESIT, comme l'UM6P et d'autres qui ont des career centers qui s'intéressent au leadership des jeunes, à leur prédisposition en fait à être insérés en entreprise, à l'ANAPEC qui fait des efforts considérables pour l'insertion et d'autres. Et en tout cas, merci beaucoup. Donc, pour résumer, ce panel était très, très riche. On a eu vraiment des perspectives différentes. Ça a été un plaisir pour moi d'animer ce panel. On a parlé de responsabilité sociétale, on a parlé de bien-être et qualité de vie au travail, on a parlé de diversité, d'inclusion, de rétention de talent et de l'inclusion et de l'égalité des chances. Donc, je pense qu'on a un peu fait le tour et je pense qu'on est encore là pendant 2 jours. Vous aurez l'occasion de rencontrer nos intervenants et d'autres entreprises pour continuer à échanger. Pour ma part, je vous remercie. Merci à tous mes intervenants que je voudrais applaudir.